Juste avant de redémarrer cette quatrième conférence, vous dire que aujourd'hui, donc, on est sur l'aboutissement d'un cycle de trois premières conférences autour de l'innovation au service des publics les plus éloignés de la formation. Alors, également vous dire que cette idée a germé, et je vois les deux animateurs de la commission paritaire qui ont lancé cette idée, et je les en remercie parce qu'on voit que ça a fait boule de neige et qu'il y a un intérêt manifeste à cette problématique. Merci à vous. L'idée initiale rappelait quand même les objectifs initiaux de ces conférences. C'est que il y avait d'abord, c'était un objectif des partenaires sociaux que, vous le savez, de développer la formation, de développer un niveau de qualification dans une carrière professionnelle, c'est important de le rappeler. Et puis aussi que dans notre responsabilité du fonds paritaire d'être en contact avec les OPCA et les OPACIF, c'était aussi d'avoir un espace, un lieu de réflexion, de mutualisation des bonnes pratiques autour de ce que peut être finalement des actions de formation, et on y viendra, une réflexion plus large sur ce qu'est un parcours de formation. Voilà, donc merci à celles et ceux qui sont ici en tant qu'administrateurs du fonds paritaire. On avait à l'époque délibérément pris le parti d'aborder cette thématique autour de trois axes. Le premier axe, c'était de faire parler les entreprises sur ce qu'elles faisaient en interne. En termes de pratiques pédagogiques, en termes d'ingénierie pédagogique, ça a fait l'objet de la première conférence. Le deuxième axe portait davantage sur les pratiques pédagogiques. Et donc on avait invité des organismes de formation sur des secteurs d'activité assez différents. Et puis, je ne développe pas plus parce que Philippe reviendra un peu là-dessus. Et puis, un troisième axe autour de l'impact du numérique dans les pratiques pédagogiques, qui était également dans un lieu qui s'apparente un peu à celui-ci. Entreprises, organismes de formation, et puis il y avait un troisième point de vue qui était, autant qu'on pouvait le faire, le point de vue des stagiaires, puisqu'on interpellait aussi le point de vue des stagiaires par rapport à ce qu'ils vivaient. Nous avons tâtonné, je pense, on a expérimenté, on a cheminé aussi nous-mêmes dans nos réflexions. Je le dis parce que par rapport à ceux qui ont assisté au film ce matin, c'était aussi un travail d'équipe par rapport à ce qu'on a pu mettre en place. Et puis au final, qu'est-ce qui se passe? On s'interroge sur l'objet même de la formation, de sa finalité, de ce qui est évalué au sortir d'une action. Et pour en arriver au bout du compte à une réflexion plus large que la simple action de formation, en abordant les dimensions de processus d'apprentissage, qui commence en amont de la formation, d'action de formation qui n'est pas déconnectée du processus d'apprentissage amont et qui vient plutôt le compléter, et du rapport à l'évaluation de la formation au regard de l'employabilité des personnes. Cette journée donc, est à sa manière aussi une modeste contribution et participe à ce bouillonnement d'idées, d'initiatives, d'expérimentations qui sont en cours sur... Je citerai quelques actions et idées et aussi décrets qui sont sortis autour de la notion de formation. Je vais juste citer l'évolution de la définition d'une action de formation. Le forfait parcours aujourd'hui intègre déjà des caractéristiques qui dépassent la simple action de formation. Je pense qu'on est déjà en dehors de l'action de formation telle qu'on a pu la connaître il y a quelques années. La notion de parcours et d'accompagnement en amont, pendant et en aval, ça on verra avec Philippe qui développera ces éléments-là. Et puis le rapport de la formation aux situations de travail dans le cadre de l'expérimentation FEST. Tout ça, ça participe aujourd'hui d'un bouillonnement d'idées, d'initiatives, autour d'une évolution de ce qu'on, ou en tout cas
d'une évolution de nos représentations de l'action de formation telle qu'on l'a pensée pendant des années. On sortira de fait de ces réflexions avec une seule certitude, c'est que l'action de formation telle que nous l'avons pensée pendant des années a désormais vécu, je pense qu'on peut le dire, et qu'il nous reste à construire ensemble de nouvelles façons d'agir dans un contexte de développement de la responsabilité des acteurs et des individus. Donc je vous proposerai en fin d'après-midi de débattre de tous ces sujets avec notamment Philippe Doll qui nous rejoindra pour la conclusion de cette journée. Mais avant les thématiques dont j'évoquais tout à l'heure, les problématiques amont de la formation, les problématiques pendant la formation et les problématiques après, en aval de la formation, ce sont des problématiques qui ont traversé l'ensemble de ces 3 conférences, qui ont fait l'objet du papier de Philippe Carré que vous avez tous reçu en amont de cette conférence, et qu'il se propose cet après-midi, je l'accompagnerai dans sa démarche, et qu'il se propose cet après-midi d'avoir un coup de projecteur sur ces 3 moments qui, on le voit bien, hein, font exploser l'idée même d'une action de formation qui serait un petit peu dans l'air comme ça, en suspension, et pas du tout raccrochée à quelque chose qui ressemblerait plus à des notions de parcours et d'accompagnement des personnes. Voilà, je passe tout de suite la parole à Philippe Carré, qui a bien voulu, pendant ces 3 conférences, 3 premières conférences, nous accompagner et qui, je l'espère, nous accompagnera encore. Bon, la période est clairement au grand bouleversement dialectique, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus ni de droite ni de gauche, et on n'oppose plus l'économique au social. Ça va, tout le monde suit jusque-là? Vous voyez l'allusion? Non? Bon, alors moi je vais faire pareil, bien sûr, parce que je vais swinger évidemment sur l'opportunité, en disant que, d'abord on va commencer par une première partie autour d'un postulat de base. Merci madame. Voilà. On va démarrer par ça. Après quoi, je vous proposerai, dans le fil des conférences qu'on a eues et du rapport que j'ai rédigé en synthèse, un deuxième point sur les serpents de mer de la formation. C'est-à-dire ce qu'on entend dire depuis, alors malheureusement, là, il faut bien avouer, pas loin de 40 ans. C'est pas mon âge, hein, c'est 40 ans de travail dans le domaine de la formation continue. Donc un peu plus en âge, même si j'ai commencé assez tôt. Donc les serpents de mer, c'est des choses que j'ai retrouvées au fil des conférences. Alors pour rappeler, peut-être même pour les personnes qui n'étaient pas là, on a écouté entre autres 3 consultants, 4 entreprises et 6 organismes de formation. Ça fait 13 témoignages, plus tous les débats informels et les questions. Et en clôture de ça, j'ai repéré 5 points qui sont des points de redondance des discours depuis 30 ou 40 ans. Dire ce sont des redondances, ce n'est pas dire que c'est mal. Mais c'est dire que c'est des problèmes dont il ne faudrait pas s'imaginer qu'ils sont innovants. C'est des choses qui sont redondantes, lancinantes, et j'en dirai quelques mots. En 3e point, je parlerai des évolutions plus récentes. Alors là, de 3 idées qui me semblent, non pas, je me méfie beaucoup du terme d'innovation, c'est très très difficile de définir ce que c'est qu'une innovation. En revanche, des évolutions récentes qui me semblent être porteuses d'avenir pour nos métiers et nos actions. Et puis en conclusion, très rapidement, je reviendrai sur ce qu'annonçait tout à l'heure Vincent, comment, à notre sens, je crois pouvoir dire, nous passons effectivement de l'idée d'action de formation, qui est très marquée 20e siècle, à l'idée de parcours d'apprentissage, de parcours apprenant, et comment on peut travailler à l'intégration des différentes phases d'un parcours apprenant. Voilà. Donc rien ne coûte plus cher qu'un stagiaire. Premier point, c'est le postulat de départ, c'est-à-dire c'est de dire que une vérité de l'appalisme qui n'est malheureusement pas encore, comment dirais-je, affichée au fronton de tous les organismes éducatifs, c'est que ça coûte très cher une personne qui est en formation et qui n'apprend rien. À titre simplement d'exemple, les étudiants sont très surpris d'apprendre qu'une année de master dans une grande université de l'Ouest parisien publique coûte entre 6 et 8 000 euros. Alors, l'échec, 45% d'échecs dans les 2 premiers cycles de l'université à Nanterre, pour ne pas la citer. Je n'ai pas fait la multiplication là tout de suite, mais c'est des sommes extrêmement importantes. On a beaucoup décrié les stages parking. On peut rentrer dans la note les 140 000 sorties sans qualification du système éducatif. Les bilans pessimistes, plus généralement, du grand gâchis de la formation continue. Alors,
on peut l'évaluer en chiffre d'affaires réel à 14 milliards d'euros. Pour beaucoup de commentateurs et d'experts, il y a énormément de gâchis. Maintenant, personne n'est capable d'estimer la quantité de gâchis. 2 présidents de la République précédents ont d'ailleurs commis la même erreur qui consistait à dire il y a 32 milliards d'euros dans la formation continue, ce qui n'est pas vrai, puisque les 32 milliards d'euros ne sont pas solvables et transférables, et ensuite il suffirait de les donner il faut les donner pour la formation des demandeurs d'emploi, ce qui prouve tout de même une certaine méconnaissance de ce qu'est le marché de la formation continue et de la part payée en particulier par les entreprises. Tout ça pour dire qu'on n'y voit pas clair, rapport après rapport dénonce l'opacité du système, son manque d'efficience, et puis dernier point, quand par hasard on évalue la formation continue, quand je dis par hasard j'exagère un petit peu, mais quand on l'évalue selon pour les spécialistes le premier niveau de l'échelle de Kirkpatrick, c'est-à-dire la satisfaction des gens. Or, nous savons par ailleurs et je pense qu'on en a déjà échangé quelques mots lors d'une de nos séances précédentes, mais que le lien entre la satisfaction de la formation et l'apprentissage est non seulement pas avéré, mais n'est pas corrélé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre la satisfaction que l'on ressent à la fin d'une action de formation. Ah, c'était chouette, l'animateur était sympa, etc., etc., les locaux étaient tout c'était bien, même les objectifs étaient bien fixés, ça n'a pas de rapport avec la qualité des apprentissages. On peut être très mécontent d'une formation qui nous réussisse et inversement. Donc, tout ça, ça coûte très cher. Donc, ça veut dire qu'il faut nécessairement une réflexion qui ne peut être qu'économico-pédagogique, c'est-à-dire on ne peut plus, dans la dialectique de la nouvelle ère qui s'ouvre ces temps-ci, on ne peut plus opposer le coût de la formation à sa qualité. Il est aussi absurde de dire aujourd'hui l'éducation n'a pas de prix, ce qui est une vérité de pédagogue, que de dire elle a un coût, ce qui est une vérité de gestionnaire. Et donc, si on ne pense pas à des mécanismes qui lient les 2 paramètres, on est dans des oppositions absolument stériles, les uns disant aux autres, vous faites que compter les sous, et vous faites que rêver le nez dans les étoiles. Et donc ça ne fonctionnera pas, donc il faut une refondation qui soit à la fois économique et pédagogique, donc s'engager dans ce qu'on appelle, ce que les gestionnaires appelleraient des calculs d'efficience. Qu'est-ce qui réellement est efficient? Qu'est-ce qui fait qu'un apprentissage donne de meilleurs résultats qu'un autre à coût égal, ou qu'à résultats égaux, les coûts sont diminués. Ça, ce serait la version du contrôle de gestion. Alors, partant de ce postulat-là, économico-pédagogique, le premier point du raisonnement, qui devient une hypothèse, c'est qu'il y a à la base de la formation des adultes aujourd'hui, et à mon avis depuis 71, voire même avant, quand on pense au cours du soir, 800 000 adultes en cours du soir à la fin du 19e siècle, adultes, qui, vous savez, on voit des images au musée de Rouen de l'éducation d'adultes sur des petites chaises et des petites tables d'enfants qui viennent suivre les mêmes cours que l'instituteur donnait la journée aux enfants, mais qui les suivent le soir. Ça, c'est le début de la scolarisation, si je puis dire, de la formation des adultes, et on n'en est pas vraiment sorti parce que, à mon sens, l'erreur pédagogique fondamentale, c'est de penser que la transaction éducative, que le drame pédagogique est le même dans le cas de l'école et dans le cas des adultes. Alors je sais que je suis peut-être là un petit peu en porte-à-faux par rapport à la matinée, mais j'ai cru comprendre qu'au cours de la matinée, une des conclusions était qu'il fallait déscolariser la formation des adultes. L'erreur pédagogique fondamentale, c'est de partir du principe que la formation, c'est quelque chose qu'on administre aux autres. C'est un traitement que l'on inflige ou dont on fait bénéficier des personnes qui, je vous le rappelle, s'appelaient des formés, donc des participes passés à qui on donne la forme. L'erreur pédagogique fondamentale, c'est de considérer que l'apprenant n'est pas responsable de sa formation, mais c'est le formateur qui est responsable de sa formation. Et toutes les dérives, en particulier des normes qualité et en règle générale de l'évaluation des formations, peuvent être imputées à cette erreur pédagogique absolument fondamentale qui consisterait à dire que former est un verbe transitif, direct, on forme quelqu'un, alors que l'autre hypothèse serait que c'est un verbe pronominal, je me forme. Jackie Bayrou, un de nos illustres prédécesseurs à Nanterre, avait cette formule, il disait on ne forme jamais personne, ce sont les personnes qui se forment avec ou sans notre aide. Et je crois qu'on est là beaucoup plus près d'une vérité.
Et là où je voudrais arriver à retomber sur mes pattes un petit peu plus tard, c'est d'expliquer que cette vérité-là est porteuse de bénéfices et en termes d'apprentissage et en termes économiques. Un argument supplémentaire serait, mais on ne peut sans doute pas le développer en dehors de citer le fait que la psychologie cognitive des apprentissages aujourd'hui nous livre une pléthore d'arguments pour expliquer que l'apprentissage est un phénomène intime, interne à la personne. Que donc si je force un tout petit peu le trait, je dis que la qualité du traitement pédagogique est une variable qui n'est pas nécessairement plus importante que la qualité du traitement par la personne de son propre apprentissage. En clair, la perception, par exemple, on sait depuis longtemps que chacun perçoit les choses à sa fenêtre, et donc différemment, en particulier de la façon dont éventuellement le formateur ou l'enseignant présente les choses. C'est ce qu'on peut appeler la malédiction de l'expert. L'expert croit que comme il sait, en transmettant, entre guillemets, son savoir, c'est-à-dire en fait en l'émettant, il va être en quelque sorte automatiquement compris. Et on sait depuis Piaget et d'autres, et Brunner, que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je voudrais pas faire toute la liste des arguments que vous retrouverez, si je peux me permettre de faire un petit couplet publicitaire, dans la 4e édition du traité des sciences et techniques de la formation, qui sortira au mois d'octobre, et dans lequel nous travaillons autour de 15 principes d'apprentissage, qui sont 15 lois psychologiques de l'apprentissage. Alors j'ai cité la perception, mais on peut parler de l'attention, évidemment, et aujourd'hui, quelle actualité de cette question de l'attention. Je suis fort heureux d'ailleurs de voir que, a priori, personne ne s'est encore endormi. Mais l'attention aujourd'hui devient un débat pour ceux, celles d'entre nous qui ont des enfants, adolescents en particulier, un véritable problème, quoi, avec cette fausse croyance que l'on peut être multitâche. Bon, ça c'est autre chose, c'est pour les parents, donc on pourra en parler après la séance. La motivation, bien évidemment, j'aurais dû évidemment la citer en premier lieu, les lois de la mémorisation, la concentration, etc. Tous ces thèmes-là font l'objet de très nombreuses études qui vont tous dans le sens de dire que le premier facteur qui joue dans une situation de formation, c'est la qualité et la quantité de l'apprentissage. Donc on est loin là de la fameuse transmission, hein, c'est-à-dire l'idée de transmission qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui, y compris à l'université, est tout de même inspirée d'une théorie de la communication qui va être bientôt centenaire ou presque, hein, c'est-à-dire selon laquelle il y a un émetteur, comme par exemple un bonhomme qui parlerait dans un micro, un message qui serait ce que le bonhomme ou la femme raconte, des récepteurs qui seraient les personnes assises en face, et s'ils parlent la même langue, qu'il n'y a pas de bruit dans le cours de la communication, eh bien le message passerait automatiquement en quelque sorte de la tête de l'orateur telle qu'elle à la tête de l'auditeur. C'est une théorie qui est complètement battue en brèche en communication depuis environ 50 ans. L'idée aujourd'hui, c'est que dans un acte de communication entre deux personnes, il y a deux personnes qui traitent activement de l'information, à leur façon. Il n'y a pas un qui cause, l'autre qui écoute et qui absorbe. Il y a deux personnes qui sont cognitivement actives autour d'un message. Cognitivement actif, ça ne veut pas dire que nécessairement on traite toutes les informations, fort heureusement, que l'on reçoit. Ça veut simplement dire que c'est nous qui décidons de les traiter ou de ne pas les traiter. Et encore, là, en lien avec la question de la perception, en les percevant et en les traitant à notre propre manière. Là encore, malédiction de l'expert. La mini-conclusion de cette introduction, je vais essayer d'aller plus vite sur les points suivants, c'est que c'est Malcolm Knowles, grand pédagogue américain, à qui le jour de son départ en retraite, a été interrogé par un journaliste qui lui dit « Un jeune formateur qui démarrerait aujourd'hui, qui démarrerait, est-ce qu'il y a une idée que vous souhaiteriez lui transmettre ?» Et Malcolm Knowles, c'est 50 ans ou 60 ans au service de la formation des adultes, et sans doute la figure la plus connue au monde dans cette discipline en gestation qu'est les sciences de la formation. Il répond « le contrat pédagogique ». Et je pense, et je ne voudrais pas là en dire plus, mais je pense qu'on a là une vraie instrumentation de toutes les belles idées qu'on peut avoir par ailleurs. C'est-à-dire le moment où on demande à un adulte, voire un jeune adulte, par exemple majeur, donc civilement, pénalement responsable, d'être aussi responsable de sa formation. Et pour ça, ça passe sans doute par de la contractualisation. Parce qu'on n'est pas tout seul non plus dans cette affaire-là. Merci beaucoup. Deuxième point, alors maintenant j'en viens rapidement à un rappel des 5 serpents de mer, en quelque sorte. 5
thèmes qui reviennent. Alors j'avoue que pour traiter cette partie-là, j'ai fait une petite analyse de contenu des interventions et de mes notes pendant les séances. Ces thèmes-là, à la fois je les ai beaucoup entendus, je crois que les personnes qui étaient là en sont pour la plupart témoins, mais en même temps, c'est vrai que ça recoupe avec des observations que je fais depuis un certain temps. Les technologies éducatives, quand on a la chance d'avoir un certain kilométrage dans le métier, on a entendu parler d'enseignement assisté par ordinateur, puis de multimédia, puis de formation ouverte et à distance, puis de e-learning, ensuite de serious game, maintenant c'est les MOOC. Bon, il ne faut pas être très très malin pour se dire il y a là quelque chose qui est de l'ordre à la fois de l'innovation permanente et des effets de mode. 30 millions d'euros ont été dépensés pour lancer les serious games il y a 3 ou 4 ans. Je ne sais pas si on a des résultats, moi personnellement j'en ai pas. Et ça a été un investissement massif. Aujourd'hui, c'est plus le Serious Game, c'est les MOOC. Et tout ça, d'ailleurs, comme toujours, a sa part d'intérêt, quoi. C'est-à-dire que jamais une idée comme ça n'aurait le succès qu'elle a, Serious Game en particulier, s'il n'avait pas une facette de vérité, d'intelligence. Effectivement, c'est plus amusant, c'est sans doute plus agréable d'apprendre en s'amusant que d'apprendre en s'embêtant. Sans doute. Mais est-ce que ça règle tout ? Est-ce que dès lors qu'on s'amuse, on apprend ? Non. Donc, il y a une inversion du raisonnement, là, sous prétexte que quelque chose est effectivement, qu'il est effectivement plus amusant d'apprendre en faisant des jeux qu'apprendre en apprenant des listes de verbes irréguliers, par exemple. Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit faire des jeux pour tout apprendre ? Ben, sans doute, la réponse est sans doute non. Alors, éternel renouveau, l'implication du management, ça, alors c'est vraiment, c'est lancinant, quoi. C'est-à-dire que ça fait depuis pratiquement la fin des années 70 qu'il n'y a pas une conférence où les formateurs, les responsables formation se plaignent du manque d'implication du management. Alors, on a tout de même un petit peu progressé là-dessus. Notre ami Pierre Tillet a fait une thèse à Nanterre sur cette question et il a dégagé 7 raisons pour lesquelles le management ne s'implique pas. La toute première, c'est que le management n'est pas évalué sur le développement des compétences de ses collaborateurs. Donc si je ne suis pas évalué, ça ne fait pas partie de mon boulot. Si ça ne fait pas partie de mon boulot, ça passe après. Alors, mis à part quelques rares illuminés de la pédagogie qui y croient, pour la plupart, ce n'est pas leur métier. Et il est même un peu bizarre de clamer haut et fort que le management devrait s'impliquer. Ben non, il n'est pas payé pour ça. Son job, c'est pas ça, en l'état actuel des choses. Donc il faudrait là-dessus effectivement prendre et faire le constat, quoi, de la redondance de cette revendication-là. L'individualisation des parcours, en 1985, il y avait un grand rapport de François Baléa sur individualisation des parcours et formation de masse. Donc la problématique était posée, elle s'est développée, c'est un des rares thèmes dans nos métiers qui reste relativement constant. Nous avons fait une conférence de consensus à Dijon, d'ailleurs à Grosse Sup, il y a quelques années, qui a abouti à un peu stabiliser la problématique. Donc c'est sans doute une innovation qui dure. L'évaluation, là encore, la référence sur l'évaluation, c'est le fameux Kirkpatrick qui a fait son échelle en 4 points d'évaluation. Vous savez, grosso modo, la satisfaction, les acquis, le transfert des compétences et les impacts sur les organisations. Donc une échelle, ça date de 1950, enfin des années 50. Donc bon. Et on n'a pas beaucoup progressé, à mon sens, au niveau des pratiques. Et puis la fameuse question du nouveau rôle des formateurs. Chacun sait qu'aujourd'hui, les formateurs ne sont plus comme avant et que ce sont des animateurs, des accompagnateurs, des facilitateurs ou facilitatrices d'ailleurs. Et on le sait depuis à peu près 40 ans. Est-ce qu'on a énormément bougé là-dessus ? Je ne sais pas. Je ne veux pas paraître trop critique parce que, comme je disais tout à l'heure, ce sont des choses qu'on remarque comme étant des problèmes ou des voies d'innovation qui ne sont pas résolues, qui n'ont pas marqué profondément le champ, mais qui existent toujours. Alors sur la suite, les 3e point, les évolutions porteuses d'avenir. Alors sur le premier point, nous avons aujourd'hui un invité de marque dans ce domaine qui est mon ami le professeur Patrick Mayen, qui développera ça. Je vais donc en dire que quelques mots. Ça a traversé un certain nombre d'expériences d'organismes de formation. On a aujourd'hui entre la VAE, les formations en situation de travail, les apprentissages professionnels informels, la didactique professionnelle et plus généralement la grande rencontre entre les sciences de la formation et les sciences du travail,
on va très vraisemblablement vers des pédagogies du travail. Je crois que ça sera le premier point pour des raisons d'époque, pour des raisons de réalisme, le premier point d'ancrage des innovations ou des améliorations des actions de formation ou des parcours dont on parlera tout à l'heure, c'est-à-dire qu'inévitablement, aux grandes dames d'ailleurs de ceux d'entre nous qui militent un peu pour le renouveau de l'éducation populaire et le droit aux 25 millions de personnes dans ce pays qui ne sont pas au travail et qui sont aux 25 millions d'adultes qui ne sont pas au travail mais qui seraient susceptibles d'avoir envie de se former, d'apprendre et de développer leurs connaissances ou leurs compétences, bon, évidemment, là, sont de fait exclus de la problématique. Mais bon, on n'est plus en 1981, et si les universités du troisième âge en particulier, je ne sais pas pourquoi cette question me concerne de plus en plus, mais je n'ai pas bien encore analysé pourquoi, mais bon, si ces questions-là sont toujours vivantes, il n'empêche que sur le plan des financements, la situation est toujours la même. Alors une fois que je me suis un tout petit peu défoulé sur cet aspect-là, qui par-delà les retraités pose évidemment la question des jeunes qui n'entrent pas dans les dispositifs demandeurs d'emploi ou salariés, des personnes au foyer qui n'entrent pas non plus dans ce système-là. Donc ça fait tout de même 20 à 25 millions de personnes qui sont exclues de la formation. C'est plus la tendance, il faudra sans doute que des choses se passent à ce niveau-là, mais la priorité aujourd'hui sont des pédagogies du travail. Deuxième aspect, là je crois absolument consensuel aujourd'hui, autant les bilans sur les formations entièrement à distance, entièrement e-learning sont plutôt mitigés, c'est-à-dire que les rares chiffres qu'on a, c'est que c'est 10 à 20% maximum en France et légèrement plus aux États-Unis, où ça plafonne à 30% des formations qui sont faites entièrement en e-learning, donc entièrement digital à distance. En revanche, d'après les chiffres parfois approximatifs, mais qu'on peut recouper et que l'on a, aujourd'hui, 80% à peu près des formations intégreraient d'une façon ou d'une autre des éléments digitaux. Donc ce seraient des formations hybrides, blended, comme on dit, et le terme de multimodalité est intéressant parce qu'il va au-delà de cette mixture présentielle-distancielle pour nous amener vers l'idée que l'apprentissage se fait à travers, devrait se faire à travers différentes situations. Ce qui rejoint là encore une des lois de l'apprentissage selon notre regretté ami Alain Lieury, spécialiste de la mémoire, qui avait mis à jour l'idée qu'une des formules les plus efficaces en matière d'apprentissage, ce qu'il appelait le multi-épisodique, c'est-à-dire l'idée que pour qu'une question se conceptualise, qu'un concept se crée et se développe, et pour que plus globalement on apprenne de la façon la plus efficace, il faut varier les situations. C'est-à-dire, par exemple, et c'est en quelque sorte la pédagogie universitaire à l'origine était bien un petit peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire, on peut écouter un cours, on va faire un travail en groupe, on va faire une sortie ou une visite, on va lire un article, on va regarder quelque chose sur Internet, et ça va nous faire 6 ou 7 façons différentes de cerner le même concept. Et c'est de cette façon-là que se cristallisera le mieux la connaissance en question. Donc multimodalité va très bien avec apprentissage multi-épisodique. Donc je crois qu'on tient là un deuxième point d'appui important pour l'avenir. Et puis alors évidemment, plaidoyer un peu pro domo pour le travail que nous menons dans notre équipe à Nanterre, avec une quinzaine de thèses en cours ou achevées sur ces questions, la notion de culture de l'apprenance, hein, c'est-à-dire de dire, et c'est un peu ce qu'il y a en fil rouge de ce que je raconte depuis tout à l'heure, l'idée qu'on change de culture. C'est un peu ce qu'on disait en disant que l'action de formation va sans doute progressivement être dégagée, comme on dit aujourd'hui, au profit d'une culture de l'apprentissage et de cette attitude d'ouverture à l'apprentissage qu'on a qualifiée d'attitude d'apprenance. L'idée, c'est d'aller vers un sujet auteur, alors qui contractualise, qui négocie. Évidemment, il ou elle n'est pas seul au monde, mais un sujet auteur plus qu'un sujet acteur. Et si vous m'autorisez là encore une petite déviation, je ne pense pas qu'il faille rendre les gens acteurs. Je pense qu'ils sont auteurs et que la question qui se pose, c'est comment faciliter cet autorat, c'est-à-dire comment faciliter l'auteur en chacune d'entre nous, rendre les gens acteurs. Je crois que c'est une modernisation de la culture scolaire, c'est-à-dire on va faire des gens ce qu'on veut qu'ils fassent de notre puissance de formateur ou
ou d'enseignant. Le sujet est auteur. La question, évidemment, c'est est-ce que ce dont il est auteur est-il compatible avec les réalités de la vie qui l'entoure et son projet est-il réaliste? Et c'est là où la notion de contrat me paraît une fois de plus extrêmement porteuse. Dans ce dernier domaine-là, une question taboue qui découle un petit peu de la précédente, parce que la culture de l'apprenance, c'est établir que ce qui détermine la réussite en formation, en apprentissage, c'est avant tout la motivation, le projet de la personne. Qu'est-ce qui se passe si j'en ai pas? Alors là, peut-être une petite observation, toujours au cours des conférences, liées aux exposés d'un certain nombre d'écoles qui l'ont dit publiquement. Donc je peux citer Hervé Cazard de Saint-Plon qui dit très clairement, nous on sélectionne les gens, les jeunes donc qui viennent dans son école, et on les sélectionne assez finalement durement, avec une semaine de mise à l'épreuve, et puis on prend les meilleurs. Alors il se pose deux questions derrière ça. Il y a une question éthique. D'accord, on prend les meilleurs, c'est comme ça que fonctionnent les grandes écoles. Je vois que Dimitri Dago connaît bien le système. On sélectionne dans les grandes écoles, mais maintenant de plus en plus on sélectionne à l'université et on sélectionne même dans les formations pour publics éloignés de l'emploi, comme nous nous y intéressons ici. Donc ça pose tout de même un problème des laissés pour compte. Il ne faut tout de même pas oublier qu'une école peut fonctionner très très bien si elle sélectionne très très bien. Ça, nous on sait tous faire ça. Donc ça pose une question éthique. Et puis, ça pose une question pédagogique, c'est qu'il reste toujours un public qui ne va pas être sélectionné, qui ne va pas rentrer dans les fourches caudines des organismes de formation d'excellence qui sont prêts à les accueillir. Et là, ça pose, et ce sera autour de la conclusion et de la transition avec la partie suivante, ça pose tout de même la question vraiment de l'amont de la formation et de l'orientation. Donc on a commencé la séance à partir de l'idée de la mise en question de l'action de formation. En plus, je dois rajouter une petite cuillère, c'est de dire l'action de formation, c'est l'action de qui? Et je pense que dans nos métiers, on entend beaucoup que l'action de formation, c'est l'action du formateur, de la formatrice. Donc c'est à double titre que cette idée d'action de formation est à interroger. La seconde idée, c'est que l'action de formation, c'est un moment finalement dans le processus dont on commence à parler en termes de parcours apprenant. Alors, parcours apprenant, c'est 3 temps. On va les balayer rapidement, merci. Donc, l'amont, c'est le fameux théorème de Bertrand Schwartz, qui maintenant, fort heureusement, est un petit peu diffusé, qui est qu'un adulte ne se formera que s'il ou elle trouve dans la formation une réponse à ses problèmes dans sa situation. C'est-à-dire que pour se former, un adulte, il faut qu'il ait des problèmes dans sa situation. Ça, c'est l'aspect un petit peu pessimiste de notre regretté ami Bertrand Schwartz, mais ce n'est pas forcément des problèmes, comment dirais-je, traumatisants ou dramatiques. Ça peut être des problèmes de vie, d'orientation, de développement personnel, etc. Mais il faut qu'il y ait quelque chose à la base. Sinon, l'adulte, on ne peut pas lui dire « scolarité obligatoire, tu t'installes au fond et t'écoutes ». Il me semble que ça, c'est une évidence, mais qui est un petit peu, je trouve, oubliée par moment. Donc l'amont, c'est de dire comment peut-on détecter, accompagner, comprendre les problèmes et les situations des gens de façon à les aider, à les régler, à faciliter leur parcours. Le courant ou le pendant de la formation, j'aime bien le courant parce qu'il y a l'amont, le courant et l'aval. Donc le courant, c'est tout de même ce qu'on regarde d'habitude. Et là, il y a plusieurs auteurs qui nous aident à penser ça. C'est Kant en particulier, qui tout de même en 1803, sauf erreur, disait « Ce qui s'apprend bien et qui se retient le mieux, c'est ce que l'on apprend en quelque sorte par soi-même ». Alors, on a beaucoup confondu ce par soi-même avec tout seul. D'où la deuxième citation d'un auteur mineur, toujours seul, mais jamais sans les autres. Donc on apprend bien par soi-même, c'est ce que Bandura et d'autres appellent l'agentivité, c'est-à-dire l'art de faire par soi-même. On pourra y revenir si on a une minute, mais c'est très différent de la solitude. Par soi-même, ça veut dire avec les autres. Et ce que Kant nous dit, et qui n'a jamais été démenti depuis, c'est que l'investissement, la mobilisation de la personne, son implication affective, son énergie dans le travail d'apprentissage, c'est ça qui fait le résultat. Plus que la qualité des ressources humaines et matérielles qui l'entourent. Alors, ce qui ne suppose pas une démission et ce qui n'encourage pas à
à l'abandonnisme pédagogique, mais consiste à dire rééquilibrons les choses. On ne peut pas former les gens à leur place. Et l'aval très important et très peu étudié en matière de recherche, c'est la question du transfert dans les entreprises, c'est la question de l'employabilité pour les demandeurs d'emploi, les jeunes. Sur un plan plus psychologique, c'est l'acquisition du sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire le sentiment d'avoir réussi un parcours entraîne la réussite de nouveaux parcours, de nouvelles entreprises, ce qui amènerait vers l'idée de pédagogie de la réussite, qui n'est en aucun cas une pédagogie de la gratification où tout le monde a 19 sur 20, mais de la vraie réussite, de l'authentique réussite, ce qui pose des problèmes pédagogiques complexes. Et du coup, l'ensemble de tout ça, et c'était l'hypothèse de départ que je vous ai proposée, représenterait une nouvelle équation économique et pédagogique. Voilà un schéma de ce qui me semble être la formation vécue au XXe siècle. On peut imaginer que dans un temps prochain, les procédures amont et les procédures aval vont se développer ou devraient se développer ou sont appelées à se développer, ce qui amènerait à une autre logique, et c'est là où je voudrais terminer par l'idée que cette logique est économico-pédagogique, c'est que quand on passe, si on imagine que ce sont des volumes économiques, d'un investissement à 98% sur la formation. On sait qu'on a, je parle sous le contrôle de Vincent Caputo, 150 000 consultations en conseil d'évolution professionnelle et environ 9 millions d'adultes en formation. Donc j'avais calculé quelque part les ratios, ça veut dire que, mais je les ai perdus, bon, de mémoire, 0,6% pour l'orientation et 35% pour la formation. 0,6% des adultes s'engagent dans des opérations, bilan de compétences et autres orientations, 35% vont en formation. Donc on voit le décalage, ça fait 70 fois plus. Donc c'est un rééquilibrage à la fois opérationnel en termes de force disponible et d'énergie à y accorder, et puis évidemment en termes économiques, parce que l'idée c'est qu'on peut diminuer fortement, et je sais que je prends des risques en disant ça, mais c'est un peu l'objectif, l'investissement sur l'acte pédagogique. Les adultes que nous sommes n'ont pas besoin d'avoir un formateur constamment devant eux pour qu'ils apprennent. Ça, c'est valable à la petite section, un peu moins à la grande section, et je pense que dans la très 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 grande majorité des cas, ce n'est pas nécessaire. Le travail collaboratif, les ressources digitales, la logique de contrat et tout ce qu'on peut imaginer pour aider les adultes à apprendre par eux-mêmes, c'est-à-dire en autonomie, permettra, c'est l'enjeu, et ça fait un certain nombre d'années qu'il pointe à l'horizon, la diminution forte des investissements en formation, en pédagogie, au profit d'un réinvestissement des phases amont et aval. Et je ne peux là-dessus que donc repasser la parole à Vincent et dire que nous avons 4 même orateurs de grande qualité qui vont peut-être développer une partie de ces points-là tout à l'heure. Merci de votre attention.